Bonjour à tous, c'est l'heure du point lecture. Je vais donc aujourd'hui vous parler de Dance of the Phoenix, le troisième tome de la saga Cloak of the Vampire. Alors globalement, encore une fois, j'ai apprécié ce troisième tome. J'ai découvert la saga cet été avec donc cet opus-là, Cloak of the Vampire, le premier. Une chouette couverture, Vampire écrit dans le titre, il en a pas fallu plus pour me convaincre de me plonger dans cet univers. J'ai quand même pris la peine de lire la quatrième de couve, histoire de savoir un peu plus de quoi il s'agissait et c'était parti. Je vais vous la lire pour vous situer un peu le contexte de l'univers. Je n'ai pas mes lunettes. Alors, si elle survit aux enchères et aux tentations de la chair. Eileen Anderson mène une vie modeste. En dehors du travail, elle se cache derrière sa meilleure amie Cassidy, dont le besoin constant d'attention convient parfaitement à Eileen et à ses secrets. Jusqu'à la nuit où, pour avoir voulu venir en aide à Cassidy, Eileen meurt. Elle se réveille dans un nouveau monde de brutalité, de soif de sang et de trahison. Elle veut se venger de Ragnoren, le monstre qui l'a maudite en la marquant, le démon qui l'a transformé en vampire, l'homme dont les yeux hantent ses rêves. Elle va faire regretter à ce Lord Vampire le jour où il l'a embrassé en lui imposant la malédiction de l'immortalité. J'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez lu le 1 et le 2. Sinon, mais que faites-vous? Foncez les lire et revenez ensuite pour débattre de cet opus. Voilà l'univers. Autant le premier tome, un Enemy to Lovers classique, Eileen qui va donc chercher à se venger de ce Ragnoren, ce Lord impudent qui lui a fait un affront incroyable. Quoiqu'à ce niveau-là, on n'est plus vraiment sur de l'affront puisqu'il lui a ruiné sa vie, clairement. Donc Eileen qui cherche à se venger et qui en même temps est tiraillée par une espèce de désir incontrôlable. À la fin du premier tome, alors pour le coup, il y a eu un affront immense. C'est même plus encore une fois un affront, là c'est carrément une trahison. Le deuxième tome est comment réparer le prix de cette trahison, avec toutes les conséquences qui vont avec. Et puis on approfondit un peu aussi le lore, on en apprend un peu plus sur le passé d'Eileen, les conséquences qu'il peut avoir dans ce monde vampire. Et donc, nous voilà sur le troisième tome, Dance of the Phoenix. Petite intro. Ici, on retrouve Eileen comme on l'avait laissé, au cœur d'un conflit majeur entre les deux ligues. La ligue Reign, de Ragnoren du coup, et la ligue de Lord Atalon. Dans le tome 2, donc dans le tome précédent, on avait appris qu'il y avait comme une espèce de rivalité entre les deux, comme un petit truc qu'aurait fait du coup Ragnar et que Atalon n'aurait absolument pas digéré, et donc Atalon prêt à utiliser tous les prétextes et toutes les opportunités qui passent pour arriver à se venger, et donc là du coup Eileen. Dans le tome précédent également, on en avait appris un peu plus sur, on va dire, la mythologie du roman, de l'univers, notamment l'existence des djinns, et on sait que les djinns représentent une menace majeure. On sait qu'ils sont en conflit avec les vampires et on sait que Eileen est au centre peut-être pas d'une prophétie, mais elle pourrait vraiment être, comment dire ça très simplement, à l'origine de la fin du monde. On en était là. Donc dans ce tome 3, on arrive donc à ce moment-là de l'histoire. Je vais pas vous raconter ce qui se passe, ça sera l'objet de votre lecture si vous vous décidez à lire. Alors, je vais essayer de ne pas spoiler quoi que ce soit, ça risque de pas être simple, mais je vais faire mon possible. Donc, dans ce tome 3, l'objet va être de régler le conflit qui va opposer donc ces deux ligues. Moi, je m'attendais clairement à une apocalypse. Là, il se trouve qu'en fait, les vampires, a priori, sont un peuple, race, extrêmement ordonné, organisé et mystérieux. Et plutôt que ça parte en glinche, ils vont mettre en place un système qui permet de régler les choses. Je ne dirai rien là-dessus. Donc maintenant, le propos pour les deux ligues va être de se préparer à ce dit événement. Le but est donc de le remporter. Donc ça, c'est un des premiers enjeux. Le deuxième enjeu va être de régler les conflits qui opposent émotionnellement, affectivement Eileen et Ragnar, parce qu'il y a quand même pas mal de choses entre eux, puisque je reprends le tome 1, ils étaient ennemis, bien qu'il y ait de l'attirance, sachant que à la fin du premier tome, ou peut-être dans le 2, mais il me semble que c'est à la fin du premier tome, on apprend qu'en réalité, Eileen est plus qu'une nouvelle vampire, c'est l'âme sœur de Ragnar, donc ça a quand même un enjeu particulier. Il y a plusieurs arcs, il y a également l'arc de Logan, où on en apprend aussi un peu plus, lui, sur ce qu'il a vécu avec Eileen, pourquoi il lui en veut, comment ils arrivent à solutionner ou pas, en fait, ces conflits finalement, ces traumas d'enfance. On en apprend aussi un peu plus sur pas mal de persos, donc vraiment, encore une fois, dans ce tome-là, on arrive encore à enrichir, à creuser et à s'immerger un peu plus dans l'univers. Donc moi, j'ai beaucoup aimé. Franchement, je l'ai lu hyper rapidement, moins de 5 heures, c'est sûr. Ça se lit, franchement, ça se lit super bien. Donc maintenant, parlons des points positifs. Qu'est-ce que j'ai trouvé bien
dans ce roman. Donc dans ce tome, on est encore sur une relation qui n'est pas un long fleuve tranquille entre Ragnar et Elin. C'est encore une fois, et c'est un peu la même chose que dans Iron Flame, j'ai réussi à le dire sans me tromper ce coup-ci, c'est que la relation, en fait, c'est pas un long fleuve tranquille, elle est pas pépère, elle est pas, voilà, c'est installé, tout se passe bien, on est amoureux, c'est super. C'est vraiment pas comme Akota, je reviens dessus, je suis désolée, mais on est sur une relation qui est un peu plus complexe, beaucoup plus tumultueuse, beaucoup plus brutale, beaucoup plus brute, ça va un peu la même, hein, mais et finalement peut-être plus authentique. Donc ça, c'est sûr qu'on s'ennuie pas du tout à lire leur histoire en fait au final. Donc là, on est vraiment sur pareil quelque chose d'un peu adulte. On essaie de trouver des solutions, on essaie de comprendre ce qui est touché chez nous, on essaie de comprendre comment arriver à dépasser ça, comment se dépasser les difficultés, comment s'ouvrir à l'autre. Moi, j'ai bien aimé comment la relation était écrite, globalement. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on en apprend encore plus sur le lore, sur l'histoire, le passé des personnages. Ça approfondit encore l'histoire, pour le coup, puisque les personnages, moi, je les trouve quand même crédibles. C'est pas juste des persos fonctions, ils sont pas genre, voilà, j'ai vécu ce truc-là parce que pour l'histoire, ça va m'apporter ça, non. Il y a un passé, c'est chacun traîne ses casseroles, et là, j'ai trouvé, non, l'histoire, elle est vraiment intéressante, et puis ce que j'aime bien, c'est les petits passages, parce que le roman, enfin la saga, est écrite avec le point de vue de Eileen, pour le coup, et il y a des passages où le personnage en question prend la parole, en fait. Donc là, on passe du jeu au heal, puisqu'on passe sur une narration un peu mise à distance, finalement. On devient spectateur, puisqu'on n'est plus dans la tête d'Eileen, mais on arrive à avoir vraiment les motivations des gens, et moi, j'ai bien aimé ce truc pour arriver parfois peut-être à comprendre aussi, à apporter un peu de subtilité, et à se détacher justement d'un regard totalement subjectif. Ça nous permet une mise en perspective, et j'ai trouvé le procédé assez sympa. Donc, comme je disais, le monde est plus complexe qu'il n'y paraît. Il n'y a pas juste les humains, les vampires qui se cachent, enfin voilà. Il y a d'autres choses, il y a d'autres enjeux qui nous dépassent. Il y a aussi ce qui était bien, le conflit qui monte en intensité, bien que, après ça sera dans les points peut-être un peu négatifs, mais il y a les autres ligues finalement, elles passent un peu à la trappe, alors que quelque part, malgré tout, dans ce conflit, elles ont quand même une importance, même si c'est une importance minime. Il y a la Ligue Grenadier, typiquement, moi j'aurais aimé en avoir plus. Je trouve qu'il manque quelque chose. Mais bon, voilà, là je commence à déborder sur l'autre partie, donc restons sur le positif. Ce que j'ai également apprécié dans cet tome, même si ça transparaît dans tous, c'est la notion du libre arbitre. Parce que dans le tome 1, ce qui vraiment révulse Eileen, c'est que on lui a imposé quelque chose sans même prendre le temps de lui demander son avis. Vous allez me dire, oui, c'est normal. Oui, c'est vrai, mais là, on est vraiment... Cet enjeu du consentement, du libre arbitre est vraiment majeur. C'est vraiment pour moi un des trucs les plus centrales de la thématique, enfin du roman, enfin de la saga même limite. Encore une fois, on choisit d'être vampire, on s'inscrit sur une liste d'attente, et puis quand c'est ok, on reçoit l'empreinte, et hop, on bascule du côté vampire. Et Eileen, elle n'a pas eu cette opportunité-là, puisque du coup, Ragnar est arrivé et lui a filé l'empreinte sans même... ni bonjour ni merde, hein. Enfin, je veux dire, la meuf, elle se trimballe comme ça, elle va aider sa pote, et bim, elle se fait littéralement... mais aspirer sa vie par un inconnu, certes, hyper canon, mais un inconnu quand même, et qui va, en gros... Cet acte-là, qui est extrêmement égoïste, va conditionner absolument tout le reste de sa vie. Tout ce qu'elle avait construit, parce qu'Eileen, son but à elle, c'est d'arriver à être en autonomie totale, quitte à avoir un job de merde, c'est pas grave, c'est son job, son appart il est pourri, c'est pas grave, c'est son appart à elle. Et ça, on lui enlève tout ce qu'elle a fait pour arriver à être une femme indépendante et une femme, un être en fait à part entière, on lui retire, sans même lui demander son avis, et c'est en ça où elle est hyper mauvaise, quoi. Eileen, comme je disais, elle est constamment confrontée à des forces qui veulent lui retirer justement... pas lui retirer, mais qui veulent décider pour elle, que ce soit justement, comme je disais, le fait qu'elle ait reçu l'empreinte sans qu'on lui demande son avis. Il y a les ligues, qui, parce qu'elle a quand même été kidnappée dans le tome 2, enfin voilà, les ligues et les enchères, puisque du coup, à la fin du tome 1, finalement, elle se retrouve achetée par Lord Atalon, mais contre sa volonté, puisqu'elle voulait rester auprès de, dans la Ligue Reine, au final. Donc elle se retrouve trimballée là-bas, elle se retrouve kidnappée, elle se fait incarcérer, enfin je veux dire, à chaque fois, il y a des hommes qui vont essayer finalement de décider pour elle, de s'accaparer son être, sa personne, pour en tirer des bénéfices totalement égoïstes. Et donc Eileen, elle, passe sa vie, littéralement, à s'opposer à ça, et à faire son possible pour reprendre sa vie et ses choix, pour elle, par elle. C'est une femme forte en fait. Et moi ce que j'aime bien aussi c'est que pareil, apparemment elle est belle, il n'y a pas de problème là-dessus, mais
c'est pas une femme, encore une fois, sursexualisée, voilà. C'est une femme forte, qui veut faire ses choix, qui tente de s'imposer et qui y arrive, par elle-même. Et non, je trouve qu'elle représente quelque chose là-dessus, en tout cas, assez positif. Donc là, en fait, voilà, elle va lutter pour devenir actrice de sa vie, pour arriver à s'imposer elle, à se pardonner elle aussi, à plus être tributaire du regard des autres. Et ça, justement, Ragnar va l'y aider. Il y a une belle dynamique, je trouve, quand même, par moment entre eux. Pour terminer avec le libre arbitre, on a également Ragnar, de l'autre côté, qui est littéralement, je crois, le vampire le plus puissant de toutes les ligues, in fine. Et il se trouve que, lui aussi, quelque part, son libre arbitre est mis à mal, puisque du coup, on apprend dans le tome 1 que Eileen est quelque part, de par sa nature profonde, l'ennemi numéro 1 de Ragnar. Et pour autant, alors que tout lui indique qu'il ne devrait pas du tout s'approcher de cette femme, finalement, décide malgré tout de vivre ces choses-là qu'il ressent, de s'autoriser finalement à faire ce choix-là. Donc il y a quand même pareil cette histoire de libre arbitre, le fait d'essayer de rétablir une situation qui lui est imposée par un rival, puisque du coup c'est Lord Atalon qui crée le déséquilibre, essayer de reprendre la main sur les choses, sur les événements. On est vraiment on essaye de retrouver l'autonomie, le choix. Il y a toute cette dynamique, encore une fois, qui transparaît, à mon avis. Donc Ragnar qui est prisonnier de son statut de Lord, avec ses responsabilités, qui s'autorise malgré tout, malgré le poids des convenances, à vivre tel qu'il l'entend. Non pas de manière égoïste, puisqu'il a conscience des conséquences et fait ce qu'il faut pour minimiser l'impact que ça peut avoir, entre autres sur sa ligue, mais malgré tout, qui essaie de rester maître de sa vie. Un autre point qui était intéressant, je trouve, c'est la relation entre Ragnar et Eileen. Et c'est une relation finalement qui est à la fois complexe, à deux niveaux, ambivalente, j'ai plus le mot, mais qui vient s'opposer, puisque bien qu'ils sont finalement âmes sœurs et destinés à être ensemble, d'un autre côté, ils sont ennemis intimes, c'est intrinsèque. Ils ne doivent pas être ensemble. Donc il y a quand même déjà ce paradoxe de vous êtes destinés l'un à l'autre, mais vous ne devez pas vous réunir. Ce qui fait que la relation en soi, elle n'est pas ultra simple. Il y a beaucoup de choses qui se passent d'un côté comme de l'autre. Maintenant, leur relation, du coup, est extrêmement forte, passionnelle et, comme je l'ai dit, brutale, mais passionnelle. Alors, il y a des moments où Ragnar, moi, je le trouve, red flag de chez red flag, parce qu'il ne peut pas supporter qu'un autre mec la touche, quand bien même c'est pour la relever après un combat. Enfin, je veux dire... Wow, on va se calmer. Mais c'est expliqué derrière par une vulnérabilité. Alors, est-ce que parce que tu te sens vulnérable, tu peux taper des crises de jalousie ? Non. Tu peux dire que t'es pas content, tu peux... Mais enfin, je veux dire, non, t'imposes... Moi, non, ça j'ai pas trop aimé ça. Je vous cache pas que j'ai pas aimé. Pas du tout aimé ce passage. Vous verrez si vous lisez, c'est après un combat avec Magnus dans un jardin. Enfin bref, j'ai pas hyper aimé. Hein. J'avoue, je me suis dit, Ragnar... Là, Non, ça va pas du tout. Bon, après, leur relation, moi, personnellement, ne me fait pas plus rêver que ça. Je préfère largement celle de Xaden et Violette. Je reviens là-dessus. Hein. J'ai préféré, de toute manière, cette saga, l'Empiré. Mais j'ai beaucoup aimé ça. Hein. Je remets pas en cause. C'est juste que c'est pas ma dynamique à moi. Voilà, j'aime les choses quand même beaucoup moins brutales. Bref. Donc, leur relation est passionnelle. Voire même fusionnels, mais c'est logique, ils sont âmes sœurs. On en revient au libre arbitre. Est-ce qu'ils ont le choix de s'aimer ou pas ? Je crois pas. C'est un truc, encore une fois, qui est imposé. Bon, voilà. Mais ils font le choix de le vivre. C'est très... Oui, non, c'est assez ambivalent, hein, quand même, les thématiques. Et une autre chose que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que Eileen a un gros problème, parce qu'elle a des traumas... moi, je trouve qu'au vu de ce qu'elle a vécu, la fille, clairement, elle s'en sort hyper bien. Mais vraiment... hyper bien, parce que des atrocités, mais c'est innommable. Elle se considère comme un monstre parce qu'elle a vécu, parce que son père l'a poussée à faire, parce que son père l'a pensé à croire, et aussi parce que de cet héritage-là, elle a fait subir à Logan des choses qui l'ont lui-même traumatisé, mais au possible. Donc, elle se considère comme un monstre. Je pense qu'à sa place, on serait tous un peu dans le même... état d'esprit, et donc Ragnar essaye quelque part de lui apporter son soutien et de déconstruire cette pensée en lui prouvant par A plus B que, bien qu'elle ait effectivement vécu et fait des choses
totalement impardonnable. Elle reste une bonne personne parce que elle sait aujourd'hui que ces choses-là ne sont pas à faire et que c'est pas des choses qu'elle referait. Au contraire, elle est prête à se sacrifier pour les gens qu'elle aime. Donc voilà, il essaie de lui démontrer qu'elle reste une bonne personne. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'au final, les histoires, les passés finalement de Ragnar et d'Elin font vraiment miroir. Ça fait vraiment écho, je trouve, l'un à l'autre. Ils ont chacun cette part brisée entre eux. Ils ont chacun cette part de cruauté finalement et quelque part de monstruosité, bien que en soi, ils restent des êtres bien. C'est un peu résumé, mais... Et donc, moi, j'aimais bien cette dynamique de... Les passés font écho, en fait. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont âmes sœurs, je pense. J'aime beaucoup la façon dont les personnages, finalement, se répondent dans leur... Peut-être pas traumatisme, c'est un peu fort, mais dans leurs failles et dans leurs forces. Donc, il y en a toujours un pour arriver à récupérer l'autre. Et en ça, je trouve que c'est une belle équipe. Parce que c'est vrai qu'ils sont quand même tous les deux marqués par la violence, la solitude, la manipulation. Et c'est des êtres qui souffrent, qui ont construit d'immenses barrières pour se protéger, finalement, mais qui demandent qu'à une chose, c'est de pouvoir à un moment baisser la garde, poser la tête sur l'épaule de quelqu'un et qu'on leur dise « ça va aller ». En gros, c'est ça, les deux, hein. Peu importe le statut, la puissance, l'ancienneté, le truc est là. Je trouve quand même que, justement, cette relation, elle est belle, elle est puissante et marquante, littéralement, vu qu'elle a reçu l'empreinte. Finalement, elle dégage quelque chose d'un peu tragique. Tragique dans le sens où ils peuvent pas aller contre le destin et ce qu'ils ressentent, et peu importe les conséquences. Bien qu'ils essayent encore une fois de garder le libre arbitre, ça, ils le maîtrisent pas. Le troisième point, je vais être un tout petit peu obligée de le spoiler. Donc si vous n'avez pas lu, pause, lisez, revenez. Ce troisième point, c'est le symbole du phénix. Le phénix. Donc, on est bien d'accord qu'en règle générale, le titre a du sens. C'est pas un titre que tu vas poser là comme ça, générateur de titre. Non, le titre veut dire quelque chose. Dans ce tome, il y a 4 thématiques qui reviennent vraiment autour de la notion et du symbole du phénix. On a la destruction, le sacrifice, la renaissance et la transformation. Dans ce dernier opus, puisque c'est supposé être une trilogie, donc les personnages vont être amenés à, à se consumer littéralement, à se perdre, à brûler aussi symboliquement, à vraiment à se détacher de leurs oripeaux pour arriver à évoluer et à avancer en fait. Ça se fait en général plutôt dans la douleur. C'est une transformation qui vaut la peine, mais qui est coûteuse. Et c'est vrai que dans ce tome-là, Elin vraiment symbolise vraiment bien cette notion-là justement de renaissance derrière, puisqu'elle arrive à se surpasser elle. Pour illustrer, typiquement dans le tome 2, elle apprend qu'elle a un pouvoir qui consiste justement à arrêter le temps et qui lui procure quand elle utilise des migraines incroyables. Et donc typiquement là, elle va être obligée de s'entraîner, de souffrir un martyre pour arriver à vraiment maîtriser et contrôler ce pouvoir-là. Alors, est-ce qu'elle y arrive? On ne sait pas, je vous le dis pas. Je peux pas aller plus en avant sur la thématique du phénix parce que sans ça, vraiment, j'en reviendrai à vous expliquer le livre et non, faut que vous le lisiez. Mais vraiment, je trouve que l'histoire du phénix et de la puissance qu'il renferme, etc. est plutôt bien exploitée à mon avis. Alors maintenant, venons-en à ce que je n'ai pas aimé dans le livre. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui m'a déplu? Et bien encore une fois, des longueurs. Alors peut-être que, je sais pas, je suis totalement imperméable à la souffrance des gens. Peut-être, dans les romans en tout cas. Parce que là, les états d'âme d'Elin, il y a un moment donné où je me dis... C'est exactement comme pour Iron Flame, avance. Je sais que dans un roman, il n'est pas simple d'exprimer, d'exploiter, de décrire les doutes et les questions existentielles qu'une personne peut se poser. Parce que c'est relou, hein, clairement, c'est pas qu'on s'en fout, mais... On aime quand ça avance, on aime quand il y a de la vie. Et c'est vrai que ce côté, ça peut vite être compliqué. C'est peut-être pour ça. Par exemple, je sais que là, je suis en train d'écrire le tome 2 qui fait suite donc à Logan, le murmure de l'ombre, et que mon personnage principal, Logan, est en proie à beaucoup de culpabilité, de tristesse, etc. C'est quelque chose qui va l'emmener à vraiment aller toucher plus le fond et même encore creuser, tu vois. Que ce personnage-là a subi un deuil, en tout cas, qui lui est extrêmement difficile parce qu'il s'en sent responsable, à juste titre. Et donc, c'est quelque chose qui l'a détruit, clairement. Et encore une fois, à juste titre. Mais voilà, trouver comment arriver à décrire ça, à vraiment exposer la profondeur du mal-être, de la tristesse, et puis finalement de la dépression, sans pour autant que ça devienne lourd et rébarbatif. Vraiment, moi je trouve ça extrêmement compliqué. Je pense pas y être arrivée, hein, je suis pas meilleure, mais en tout cas, dans ce titre-là, ça m'a, à un moment donné, voilà. Après, ce qui est aussi... alors du coup, qui remonte un peu la sauce, c'est qu'on voit aussi que de l'autre côté, Ragnar, lui aussi est dans le doute, et finalement, encore une fois, ça fait écho l'un à l'autre, et on se rend compte que c'est beaucoup d'incompréhension plus qu'autre chose, donc en ça, c'est bien remonté. Il y a des petits moments où on se dit, on a compris.
Et puis pareil, j'ai pas trop aimé par moment, comme je l'ai dit plus tôt, le côté un peu red flag de Ragnar où je me dis mon dieu, mais quel mec toxique, enfin si vous aimez ça, alors tant mieux. Après il est pas toxique à 100%, mais voilà, moi il y a des moments où je me suis dit, être contrôlant comme ça, non, merci, non. C'est non. Point. À part ça, sur leur relation, globalement, je trouve que ça roule. Donc, comme je disais, oui, les questionnements internes, bon, ça peut parfois casser un petit peu le rythme de lecture. Il y a aussi des réactions chez les personnages principaux comme secondaires qui, à des moments, me font hausser le sourcil en mode « Hein ? Quoi ? Mais pourquoi ? Enfin, vraiment, pourquoi ? Je sais pas. À un moment, non, je vais pas raconter. Mais voilà, il y a plusieurs fois où je me dis « Mais... Ok, pas de sens. Pour moi, pas de sens, pas de cohérence. Peut-être que je suis passée à côté de choses. Il y a aussi un personnage qui a un arc, qui t'amène à penser quelque chose. Parce que tu dis, c'est où ce personnage-là est complètement con, ou alors, c'est un génie, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que, je peux pas dire, mais pareil, tu te dis, mais pas compris. Vraiment, moi, j'étais avec ma tablette, il y avait Monsieur Chéri à côté, je l'ai regardé, j'ai fait pas compris. Donc j'ai essayé de lui raconter et tout, il m'a fait bah ouais c'est... Mais vraiment Mais pourquoi elle a fait ça l'autrice ? C'était quoi le plan ? Parce qu'en général quand tu écris une scène ou quand... Tu vois, c'est parce que derrière il y a un but en fait. Enfin un fusil de Tchekhov, tout ça machin, mais c'est comme si, voilà, je suis autrice, toi lecteur, et je te fais allez viens, prends-moi la main, je vais t'emmener voir un merveilleux paysage et je t'emmène dans un placard et je te fais ah ah, comment je t'ai trop eu. Tu vas me regarder, tu vas faire... Et donc, voilà, donc c'était là, il y a un moment, je me suis dit, mais ok. Vraiment le ok dépité, quoi. Tout ça pour ça. Voilà. Je ne sais pas quoi dire. C'était juste, ok. Eh ben écoutez, on est bien avancé, j'ai envie de vous dire. Continuons la lecture, continuons notre petit voyage. Il y avait un autre truc que j'ai pas trop aimé. Oh purée. Mais ça, c'est depuis le tome 1. Ragnar Reign est supposé être un vampire, pas ancestral, mais quasi... au moins millénaire, d'accord, puisqu'on apprend qu'il est né vampire autour de 470 après Jésus-Christ, d'accord. Donc le mec, il en a vu, il est supposé être beau comme un dieu. Et alors attendez, j'ai fait une photo, la description de Ragnar. Non mais attendez, je vais être vulgaire, mais c'est Beaufland quoi. Ses cheveux bruns foncés sont attachés en queue de cheval décoiffée et il porte, attention, accrochez-vous, c'est l'instant sex symbole du roman. Là, franchement, les culottes vont être mouillées dans 3, 2, 1. Il porte un jogging noir, un Marcel indigo et ses Rangers usés. Je répète, un jogging noir, un Marcel indigo et des vieilles Rangers. Avouez que ça envoie du pâté, non ? Je sais pas vous, mais moi j'essaye toujours de voir comment cette description, cette tenue peut être sexy. Non mais déjà, on va prendre... Moi les Rangers, je suis très sensible aux Rangers, donc là-dessus, pas de problème. Je crois que c'est le seul truc que je valide avec la queue de cheval de la tenue. Non mais à la rigueur, le Marcel indigo, je suis pas hyper sûre. On le passe en noir. Ensuite, au lieu de lui mettre un putain de jogging, parce que alors moi dans ma tête, je sais pas vous, hein, j'hésite entre le jogging Adidas à la Jonathan Davis, chanteur de cornes, c'est pas sexy. Non, je suis désolée, c'est pas sexy. Donc, on reprend, on garde les Rangers, le Marcel, on le passe en noir, parce que ça, c'est une couleur sûre. Et à la place du jogging, ah oui, parce que alors, ou l'Adidas, ou alors, vous savez, celui avec les pressions, là, moi, je vois, j'ai ça en tête à chaque fois. C'est pas possible. Donc, on vire ça, franchement, et on met un jean noir, avec quelques trous. Je sais, je suis ultra cliché, hein. J'assume. Là, franchement, ça passe. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette description et ce que vous auriez plutôt vu. Moi, comme ça, on pourra comparer. Donc, j'ai pas aimé ça. Je sais pas ce qui se passe avec Ragnar. Je pense qu'il sait pas s'habiller. Enfin, alors, par moment, il a un trench. Trench Rangers. Ouais, ça peut passer, mais pas le survêt, sérieux, les gars. Mais il y a personne. Vous connaissez des gens sexy en survêt ? Oui, mais quand tu vas à la muscu, t'as un contexte, ok. Un petit survêt, torse nu, pourquoi pas, pieds nus, ça peut le faire, vous savez, mais c'est... Enfin, non, pas plus, quoi. Enfin, arrêtez. Non, pas le survêt. Fais pas ça. Pas sur un vampire. C'est criminel, hein. Faut pas faire ça. Un vampire en survêt. Et alors, oui, le dernier point. Mais alors, dernier point qui a été pour moi catastrophique. Alors, je ne sais pas d'où je tiens cette information, mais il me semblait que la saga justement de Cloak of the Vampire, le manteau du vampire ou la cape du vampire en français, était une trilogie, d'accord ? Donc moi j'aborde ce tome en me disant cool, on va avoir les réponses aux questions, blablabla. Ça se termine par un fucking cliffhanger, ok ?
Un cliffhanger. Un cliffhanger. Et bah, tout n'est pas résolu. Il y a des arcs grands ouverts comme ça qui ne demandent qu'une chose, c'est d'avoir des réponses, comme moi d'ailleurs, en tant que lectrice, et que du coup, eh ben, on n'a pas. Et vous savez ce qu'est le pire? C'est exactement comme Rebecca Yarros. Il n'y a pas de tome 4 prévu. On n'a pas de date. Mais qui fait ça? Donc j'étais juste au bout du rouleau quand j'ai terminé le truc. Tu tapotes, tu sais, sur la droite en te disant page... il me faut une page en plus, c'est pas possible? Non, je t'ai arrivé au bout. Donc voilà, cliffhanger, magnifique, super, on laisse les choses comme ça. Plein d'arcs qui sont pas résolus. L'histoire des jeans abordée dans le 2, bon, on en sait un peu plus, mais finalement, ok. Il y a des choses comme ça qui sont un petit peu expliquées au travers, mais... Parce qu'en plus, c'est ça le truc, hein. C'est même pas on ferme des portes, c'est on ouvre un portail. Voilà, on ouvre grand ouvert, un grand portail. Donc t'es là, bon bah, c'est foutu. Ok, eh ben j'aurai pas la conclusion là, en tout cas pas tout de suite. Trilogie, non, c'est pas une trilogie. Si vous n'avez pas encore lu, c'est pas une trilogie, sachez-le. C'est même plus de la frustration à ce niveau-là, on est sur de la trahison. Sachant que j'ai subi la même chose il n'y a pas si longtemps, si vous vous souvenez, avec Iron Flame. J'ai toujours le 3 qui attend d'être lu. Et ça me rappelle aussi l'Académie des Anges de, je sais plus comment elle s'appelle, je sais plus où je l'ai mis ce livre. Colline, je sais plus quoi. L'Académie des Anges était un livre que j'ai adoré. Et ben il manque le tome 2, il n'y a jamais eu. Y a pas. C'est vraiment, c'est nul quoi. Donc on saura pas ce qui se passe, on n'a pas la suite. C'est nul parce que franchement l'univers était génial. J'aurais pas la fin. Voilà. Donc par pitié, ne faites plus ça. Conclusion de cette lecture. Quelques longueurs, comme je l'ai dit, il y a quelques zones un peu d'ombre, des zones un peu grises, etc. Pour moi, Dance of the Phoenix, je valide. J'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. C'est dense, c'est assez intense. Il y a un moment, j'ai pris le bras du chéri en disant « Non, c'est pas possible !» Franchement, il se lit hyper bien. Ce livre comporte donc, comme je l'ai dit, des thématiques que j'ai bien aimées, le libre arbitre, le pouvoir, la renaissance. C'est bien exploité. La relation Eileen et Ragnar, toujours hyper puissante finalement. Cette relation reste vraiment le cœur de la saga, avec toute sa violence, sa beauté, sa tragédie finalement. Le tome, clairement, remplit vraiment les promesses. Là, franchement, mis à part la dernière partie, puisque du coup, ce n'est pas une trilogie, vous l'aurez bien compris. C'est hyper divertissant, c'est prenant. On est vraiment immergé dans cet univers auquel on croit. Vraiment, je recommande la saga. Si vous cherchez des romans à la fois qui parlent forcément de vampires, si vous, c'est votre kiff, allez-y. Si vous cherchez des choses non manichéennes, des choses un peu complexes, alors c'est pas la complexité non plus folle furieuse, mais c'est quand même beaucoup plus profond. Je reviens qu'à Cotard, pour moi, c'est vraiment un maître étalon. Enfin, c'est-à-dire que tout le monde a aimé Cotard, j'ai l'impression, alors qu'en soi, c'est plein de défauts. Vraiment, je trouve. J'ai aimé, je le redis, j'ai aimé. Franchement, je ferai une review, un de ces quatre, pour vous expliquer pourquoi Cotard, c'est blindé de défauts et que je compare tout à Cotard. Parce que là, encore une fois, la relation, elle est bien plus complexe que celle de Rhys et Fer. Il y a beaucoup plus d'enjeux, il y a beaucoup plus de background, il y a beaucoup plus de, oui, vraiment de complexité. Leur relation, l'univers même reste quand même toxique quelque part, on va pas non plus, c'est pas rose. Comme je l'ai dit, il y a 2-3 petits passages red flag, même s'ils l'aiment plus que tout. Il y a des secrets, des trahisons, des mensonges, même si on essaie d'aller vers l'autre, d'être honnête et transparent, il y a le fait qu'ils sont ce qu'ils sont et que ils font avec, comme ils peuvent. Donc ça, je trouve hyper intéressant. Donc globalement, je recommande la lecture du tome 1, 2, 3, quand vous serez averti qu'il y a un 4e qui est en attente, vous serez pas trop choqués. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre le tome 4 en retenant mon souffle, et donc j'espère que ça ne tardera pas trop. Je vous fais des bisous, dites-moi donc en commentaire la tenue de Ragnar, ce que vous avez pensé du tome, et je vous dis à bientôt!